Alors, du coup, aujourd'hui, donc on va partir avec toi, François, avec pendant une petite heure. On va pouvoir discuter de tous les sujets sans détour, comme avec le ton qu'on te connaît, et on te remercie beaucoup pour ça. Alors, je te propose de passer à la slide suivante. Alors, quelques règles. L'idée, c'est d'avoir le micro coupé parce que comme on le voit, comme on peut le voir, si tout le monde met son micro, ça va être un petit peu compliqué. On est tous à la maison et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ces petits bruits parasites. Je vous demanderai d'être bienveillant et bienveillante parce que le but du jeu, c'est pas de se pourrir ni de s'apporter du négatif. Il ne faut pas oublier que la loi de l'attraction, le positif apporte le positif. Donc, c'est vraiment très important d'être bienveillant déjà dans votre vie et puis et puis avec les gens qui vous entourent, surtout dans ces moments-là, comme Je on ne dit. savais pas, Raphaël, que tu étais philosophe aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as vu, Oui, François. c'est très sympa, ça. Vous pouvez mettre tous vos commentaires et vos questions, c'est le but, hein, on est là pour ça. Donc, on les lira dans la seconde partie du live. Et puis, je vous laisse indiquer votre nom parce que c'est toujours mieux si vous voulez vous reconnaître les uns les autres. C'est toujours mieux d'avoir aussi votre vidéo parce que voir qu'un nom, c'est pas forcément sympa pour les autres et c'est pas sympa pour François qui nous fait le plaisir de faire. Message sympathique de Théo, là, qui vient de passer. Magnifique. Bon, super. Du coup, voilà, là, ça sera avec nous deux. Donc, continuons. Merci Valérie. Il faut savoir on a un partenaire pour ce live qui est Helvetia. Il faut savoir, juste pour la petite histoire, qu'Helvetia, c'est un de nos partenaires qui nous a suivis depuis le début. Donc, on a fait extrêmement de choses avec lui. Et puis, on a voulu aussi justement faire aussi place à un acteur neuchâtelois du moment avec l'agence générale Neuchâtel d'Helvetia. Donc, il y a plusieurs plus qui sont vraiment intéressants avec Helvetia. C'est qu'il est spécialiste du secteur horloger, donc il connaît très bien les métiers de l'horlogerie. C'est aussi un acteur qui accompagne les startups. Donc, il faut savoir qu'ils ont lancé un site qui est super intéressant, que je vous encourage vivement à voir, qui est atlanto.ch. Et puis aussi, ce qui est très intéressant et ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'ils sortent de l'assurance de base et offrent vraiment des prestations à 360 qui vont de l'hypothèque à la planification financière, etc. Donc aujourd'hui, on a David Liénard qui est ici présent. Donc je lui demanderai peut-être d'écrire un petit mot. Si vous voulez lui parler en direct, n'hésitez pas. Il est là pour ça. Ils sont présents sur toute la Suisse neuchâteloise, à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, etc., etc. Merci beaucoup, Valérie. Faut savoir que JobWatch, donc on est vraiment un job board qui permet de voir des offres d'emploi que vous verrez vraiment nulle part ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment spécialisé sur l'horlogerie et la microtechnique. Donc, on est vraiment sur le bassin lémanique qui va vraiment de Genève jusqu'à Neuchâtel. On a aussi tout plein de formations, donc n'hésitez pas à voir dans l'onglet formation de notre site internet. Et puis, on a aussi tout plein de conférences parce que le but du jeu, c'est d'avoir des personnes comme François aujourd'hui qui peuvent nous inspirer, mais aussi d'avoir des coachs, des ateliers. Et le but du jeu, c'est vraiment de vous apporter du plus et des choses positives pour votre recherche d'emploi. Alors, je vous invite vraiment à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, JobWatch, enfin Facebook, Instagram, on en a plein. Donc, n'hésitez pas. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Alors, on va faire une demi-heure ensemble. Et puis, je pense que comme il y aura beaucoup de questions, on va continuer la demi-heure d'après en lisant justement les commentaires un peu qu'il y a avec toutes les personnes qui sont ici présentes. Et je vous propose de commencer dans le vif du sujet. François, donc vous êtes arrivé donc chez Audemars en 94, donc il y a assez longtemps. Hein, donc vous avez fait vraiment votre carrière. Vous êtes déjà un grand sportif. Vous avez été champion de golf. Et puis vous êtes en 94, vous avez commencé. Puis après, en 99, vous êtes allé aux États-Unis. Et là, en 2012, vous avez repris la direction générale d'Audemars Piguet. Alors moi, je vais un peu rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai vu dans la presse qu'il y avait 250 postes qui s'étaient ouverts dans Bilan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 250 postes et comment vous avez fait pour justement créer autant de postes en cette période de Covid? Alors, on ne vous entend pas, François.
François, on ne vous entend pas. Il faudrait juste mettre le son. Voilà, vous m'entendez là? Ouais, super. Là, ça y est? Oui, génial. Vraiment des problèmes avec les connexions. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous m'entendez bien? On Le vous niveau entend sonore est super bon? bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Pourquoi on engage des personnes? Parce qu'on continue en fait sur notre lancée d'il y a maintenant 8 ans, où on a réussi à passer et à mettre notre stratégie en place qui porte ses fruits. Le 21 janvier, je m'adressais aux collaborateurs du groupe, donc aux 2000 personnes, en leur disant, le Covid avait déjà démarré, mais on n'avait pas été encore affecté. Le 21 janvier, je leur ai dit, il faut qu'on rende cette marque indestructible. On doit être capable de passer à travers les crises. Et moins de 3 semaines après, on avait notre premier cas de Covid dans la société. Un mois et demi après, on fermait la société pour 2 mois. Et donc, à l'arrivée, on a fini l'exercice maintenant. Et je peux officiellement dire qu'on va finir l'année à peu près à -5 ou -6 par rapport à l'année dernière, qui était une année record. Donc, on a réussi malgré tout à tenir la baraque et en fait à se dire que maintenant, on a besoin de monde pour continuer. Alors, il faut savoir que sur les 250 personnes qu'on engage pour l'année prochaine, il y en a la moitié, c'est dans des magasins, hein, c'est dans nos boutiques. Parce qu'on est en train d'en ouvrir un peu plus, on est en train aussi d'en reprendre en contrôle. On les avait d'abord en franchise, maintenant on est en train de les prendre sous notre pavillon. Et donc la moitié en fait des embauches se font essentiellement donc sur le métier de retail. Cela dit, on cherche aussi effectivement toujours des horlogers, des gens qui puissent bosser dans les ateliers à droite et à gauche, des super spécialistes de complications, et puis aussi un peu de marketing, un peu de vente. On est toujours en train de regarder un peu ce qui se passe. On a fait des projections de main-d'œuvre et d'embauche sur les 5 ans à venir. On est 2000 aujourd'hui. Il est très possible qu'on atteigne les 3000 personnes dans les 5 ans qui viennent quand même. C'est bien, j'ai envie de dire, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis, c'est bien parce que vous êtes au bon endroit. Donc, c'est très bien. Mais par rapport à ça, bon, justement, on est toujours un peu dans les conseils. Vous conseillez de faire quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être chez AP? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça, c'est quand même la question qu'on me pose souvent. Et je Qu'est-ce pense qu'il ne que faut pas faire? ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors, on va plutôt parler de ce qu'il faut faire, plutôt Alors, que de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il faut peut-être qu'il y a faire. des choses qui sont vraiment. Non, non, non. Non, non. Ce qu'il faut faire chez AP, quand on veut travailler là, c'est avoir un esprit entrepreneurial. C'est arriver avec du sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est ce que je dis toujours. C'est ce qui définit aujourd'hui la maison de Marpiguet. Nous sommes une marque sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Il faut arriver avec plein d'envie, plein de bagou, et puis avec cette volonté aussi de prendre des risques. On sait que dans l'histoire de cette marque, et encore récemment, quand on a lancé Code 59, on voit que de temps en temps, il faut y aller. Alors, ce n'est pas toujours bien reçu, ça ne marche pas forcément tout de suite du premier coup, mais ce n'est pas grave. On va bientôt être là depuis bientôt 150 ans, en 2025. Donc, ça veut dire que quelque part, on est loin d'avoir fait tout faux. Donc, c'est toujours ça qu'il faut se dire. Et un problème qui se pose aujourd'hui sur les jeunes générations, et ce n'est pas une critique, c'est plutôt un conseil pour l'avenir, c'est le fait de dire on vous enlève trop souvent la prise de risque. On veut mettre toujours les gens dans des boîtes. Il faut que ça corresponde exactement. Et je vais vous donner un exemple très sympa. J'ai reçu une offre d'emploi qui est arrivée sur mon bureau la semaine dernière. Je reçois à peu près, moi tout seul, une quinzaine par semaine. Et c'était un jeune qui m'écrivait en disant, écoutez, je pense que vous recevez ce genre de trucs régulièrement. Donc, je vous dis déjà, si jamais ça ne vous plaît pas, au moins faites un avion en papier, faites un avion avec ma candidature, jetez-le par la fenêtre et amusez-vous. J'ai appelé immédiatement la personne qui était responsable du département pour laquelle le gars voulait trouver un boulot et je lui ai dit, je veux un interview avec ce gars-là. Parce que j'ai trouvé ça tellement en dehors de la norme, le fait de dire c'est bien propre, il y a la photo, il y a la bonne explication. Non, il a dit je vous envoie parce que j'ai vraiment envie de bosser pour vous, mais je comprends que si ça vous embête, faites un avion en papier et au moins amusez-vous avec ma candidature. J'ai dit ok, je veux voir celui-là. Voilà, ça c'est l'esprit de Marpiguet. Ce que je trouve super, c'est que Attention, je préviens tout le monde, je ne vais pas faire 50 000 avions. Hein. moi, ce que je trouve super, c'est que d'ailleurs, on le voit, vous êtes toujours en train de challenger. Enfin, on sent que vous avez cette culture du joueur, en fait. Il y a toujours cette idée de jouer et de faire quelque chose de créatif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant avec vous. Et j'en viens justement à l'idée de cette. Je reviens un peu sur cette code 1159.
qui a été une création. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la genèse de ce projet? Comment ça vous est venu? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette 1159? Alors, il faut d'abord savoir qu'Audemars Piguet a vécu beaucoup plus d'années sans la Royal Oak qu'avec, puisque la Royal Oak, elle est née en 1972. Donc, on a vécu avec tout un historique et un patrimoine de montres rondes, carrées, ovales. On a fait toutes les formes. Seulement, par facilité, il faut quand même reconnaître ça, on a arrêté de se concentrer sur ce terrain-là et on s'est essentiellement concentré sur la Royal Oak parce que ça marchait bien. Et à chaque fois qu'on est parti sur une ligne classique, eh ben, on ne s'est pas donné les moyens de réussir. On n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, donc on s'est trompé. On a lancé, on s'est trompé. On a lancé, on s'est trompé. Et puis, moi, on a dit, on ne doit pas abandonner ce territoire aux autres maisons. On a une légitimité, il faut qu'on la prouve. Et cette fois-ci, on va y aller correctement. Donc, on va y aller en termes de design, on va y aller en termes de finition, on va y aller en termes de mouvement. On va se mettre toutes les forces de notre côté. Tout le savoir-faire d'Audemars Piguet doit être dans cette montre. Donc, ça a été un long travail, hein, bien évidemment, ce qui nous a amené à lancer en janvier 2019, une nouvelle ligne, 13 références, 6 nouveaux calibres. Et là, je le dis devant tout le monde, je mets au défi qui que ce soit de me donner une autre marque qui aurait pris ce risque. Parce que 6 nouveaux mouvements, c'est énorme sur une même collection. Mais on a pris ce risque, on a dit on y va. Et puis, il y avait cette volonté de s'installer avec cette collection sur la durée. Alors, au début, les réseaux sociaux, les quelques personnes à droite, à gauche, ça a tapé dans le dur. Il y a des gens qui nous ont allumés, beaucoup. Il y a des gens qui ont réclamé ma démission sur les réseaux. Ah non, on a tout vu. Hein. Il y a eu Mais je crois que c'est un peu cette phase aussi, hein. C'est un peu la fake news. Enfin, je crois qu'on est aussi un peu influencé par le contexte qu'il y a autour de nous et un peu cette culture de l'anonymat et du fait de dire un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un peu cette culture du lâchage aujourd'hui, je trouve. Oui, mais alors, moi, il y a un truc qu'il faut que je partage avec tout le monde parce que ça, c'est un peu le derrière le rideau, le behind the scene. C'est qu'en fait, moi, j'ai su que cette collection, elle tiendrait la route quand comment dire, 1 mois ou 2 mois avant l'introduction sur les marchés, on a fait une réunion avec l'ensemble des collaborateurs. Et quand les collaborateurs et les horlogers surtout ont dit « François, ça c'est AP », là j'ai dit on est tranquille. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que nos horlogers combiers ici, s'ils ont envie de dire qu'à un moment une montre, elle ne tient pas la route ou qu'elle n'est pas AP, ils vont vous le mettre pleine tête. Ils vont venir me voir en disant « François, ta montre, tu peux oublier, ce n'est pas nous ». Et là, en fait, on avait 1400 personnes réunies au même endroit. Et au moment, donc c'est 1400 personnes qui sont rentrées, mais j'ai vu une personne sortir, dans le sens de dire, ces 1400 étaient devenus une. Il y avait une force mentale et d'esprit autour de la marque et du lancement de cette montre, la Code 1159, qui était extraordinaire. Et je suis parti en disant, on est tranquille, il ne se passera rien. On a tout documenté, hein. Tout a été filmé, toutes les scènes, même le premier jour du SIHH, où on se faisait allumer de partout, où il y a une réunion de tous les CEO de marque. Et dans cette réunion qu'on partagera peut-être un jour sur les réseaux sociaux, on se rassemble tous, on se tient par les épaules et on se dit, on ne lâche rien. Hein. Il n'y a personne qui va pouvoir nous arrêter sur ce truc-là. Il y a une espèce d'énergie de malade mental. Et je vous dis, on a tout filmé. Un jour, on le montrera, ça quand même. Dans 5 ans ou dans 10 ans, quand la cote sera enfin installée. Pour dire à ceux qui nous ont massacrés, salut les enfants. Et c'est ça qui fait la force d'une marque aussi, c'est sa résilience et le fait qu'elle évolue et c'est aussi les équipes que vous avez su souder. Il y a aussi quelque chose qu'on voit pas mal parce que j'ai fait mes petites recherches et puis qu'on voit pas mal dans les réseaux sociaux, justement, c'est votre changement de business model. Et du fait que vous êtes passé de wholesale distribution à retail distribution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur comment c'est arrivé, enfin, pourquoi vous en êtes arrivé là, et puis comment vous implémentez tout ça? Alors, la première chose, c'est une réflexion très simple. Nous sommes aujourd'hui la dernière industrie au monde qui est capable, donc je ne parle pas seulement d'Audemars Piguet, hein, je parle de l'horlogerie. On est la dernière industrie au monde qui est capable de vendre un objet à 10, 15, 20, 30 ou 40 000, ou même moins d'ailleurs sur d'autres marques, et ne pas savoir qui est le client final. Et tout ça pour la bonne raison, c'est qu'il y a des distributeurs et des détaillants entre l'établi de l'horloger et le client final. Si vous achetez une chanson aujourd'hui sur iTunes, elle va vous coûter 90 cents. Cette chanson va permettre à iTunes de savoir qui vous êtes, vous habitez où, vous payez comment. Ils ont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont dire
vous habitez sur quel quartier. Donc, on sait à peu près combien vous payez de loyer ou dans quel genre d'appartement. Il y a plein de choses que vous avez comme information que vous n'obtiendrez pas si effectivement je ne vous connais pas. Et de connaître son client aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'important. C'est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas le connaître seulement pour entendre les bonnes choses, c'est le connaître aussi pour entendre les mauvaises choses, pour être capable de corriger. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place il y a 8 ans. Et là où on va faire encore évoluer la chose de manière un peu radicale, c'est que pendant le Covid, au moment où le Covid a démarré, moi, je shootais une vidéo tous les week-ends pour l'ensemble de nos collaborateurs, pour leur tenir un peu, les tenir informés de ce qui se passait sur la planète. Et puis le troisième week-end, je leur ai proposé de demander à leurs enfants, qu'ils aient 3 ans ou 25 ans, comment ces enfants verraient l'après-Covid. Et puis il a sorti 2 choses à partir de là. Tous sont revenus. Alors, j'ai reçu des vidéos, des poèmes, des emails, des lettres, incroyables. On a tout gardé aussi pour ça. Il est sorti 2 choses essentielles. La première, ils parlaient tous d'amour. Mais pas d'amour, j'ai envie d'avoir 2 millions de copains sur Facebook. Non, non. Je veux pouvoir aller embrasser mon grand-père, ma grand-mère, ou j'ai envie d'aller embrasser ma copine ou mon copain. Cette notion de l'amour proche. Ils parlaient tous de ça. Et la deuxième chose, ils nous demandaient à nous les parents, alors les plus vieux parents, moi je suis vieux, les jeunes parents peut-être un peu moins, mais ils demandaient à nous les parents d'arrêter de foutre en l'air leur planète. Parce qu'ils nous disaient en fait, vous allez mourir, nous on reste, on va avoir nos propres enfants, vous avez une mission, vous êtes responsable de l'état dans lequel vous allez nous la laisser. Et aujourd'hui, vous faites que de la M. Donc, vous avez un devoir de changer. Et 2 jours après, j'ai eu une espèce d'illumination. J'ai dit, ça y est, il faut qu'on pousse encore plus le modèle jusqu'à aller potentiellement à dire, est-ce que demain, je devrais avoir une boutique qui coûte une fortune pour pouvoir en fait accueillir et faire ce qu'il faut avec un client? Est-ce que demain, on ne va pas avoir une forme de dématérialisation du retail? Et il y a une réflexion qui est menée en ce moment chez Marpillet pour dire… Ça, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Allô, oui, tu es en retard. Tu peux passer à la COP, il me faut des carottes râpées et 2 cuillères de bouche à bouche. C'est magnifique, je trouve ça super. Donc, la dématérialisation. Et oui, et on est vraiment en train de regarder, en fait, ça va être quoi le commerce de très haut de gamme de demain? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir 4 murs sur les plus grandes avenues du monde et payer des fortunes et en loyer et en décoration, quand en fait, c'est un peu des guerres d'ego à droite et à gauche, mais on dépense beaucoup d'argent, mais le plus, c'est de dépenser l'argent sur le client final. Et ça va être ça l'accent des 5 à 10 prochaines années chez Audemars Piguet. Et justement, aujourd'hui, puisque vous avez déjà commencé ce processus, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce client final? Qui est le client aujourd'hui Audemars Piguet? Alors, ce que je peux vous dire, c'est parce que… Sans se dire des informations trop confidentielles non plus. Non, mais je peux vous dire, d'abord, il a rajeuni en moyenne. Ça, c'est une première chose, parce que plein de journalistes nous disent depuis 5 à 7 ans, surtout depuis que la montre connectée est arrivée, que l'horlogerie traditionnelle va mourir. Alors, c'est marrant, parce que les interviews avec la presse, ça fait ça, ouais, CHH. Ça fait comme ça. Alors, M. Benamias, Apple Watch, vous mourrez quand? Comment ça, je meurs quand? Bah oui, vous devez mourir là. Vous mourrez. Mais mourrez maintenant. Vous devez mourir tout de suite là. Mourrez. Je fais, mais non, parce que nous, en fait, on est en train de progresser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 18, 19 ou 20 ans qu'on ne va pas être sensible à l'exclusivité, le travail à la main, la notion du fait qu'il faille attendre pour avoir un bel objet. Et en fait, je prends l'exemple toujours de ma fille. J'ai une fille de 25 ans. Pour ses 20 ans, elle vit à Los Angeles, et pour ses 20 ans, je voulais qu'elle vienne enfin visiter Audemars Piguet. Et je lui ai dit, écoute, je veux t'offrir une montre pour tes 20 ans, mais je ne vais pas t'obliger à porter une montre. Donc, si tu veux, tu fais un tour de la manufacture, et si ce qui te plaît, si ce que tu vois te plaît, je t'offre une montre. Elle fait OK. Et puis, au bout de 2 heures, elle revient, elle fait, tu sais quoi, papa? C'est la première fois, en fait, de ma vie que je vois quelque chose qui dure. Parce qu'en fait, cette nouvelle génération, qui a gardé les Motorola ou les Ericsson de la fin du XXe siècle? Qui garde aujourd'hui le iPhone 1 ou le 2 quand il y a déjà au nez au 12? Et ça, c'est un état d'esprit. Mais quand tout d'un coup, même une jeunesse est exposée à l'artisanat et les choses bien faites, il y en a un paquet qui réagissent et elle me dit, donc ma fille m'a dit, non seulement je veux la montre, elle est repartie à Los Angeles et elle a réussi à convaincre 4 de ses copines, rien qu'en racontant l'histoire, d'en acheter aussi. Donc, ça veut dire que l'industrie a de très belles années devant elle. Il faut arrêter de penser parce qu'il y a des montres connectées,
l'industrie traditionnelle est morte. Je n'y crois pas du tout, de chez du tout. Donc, j'aimerais qu'on arrête d'être négatif et de voir le verre à moitié vide, parce qu'en fait, on découvre tous les jours des nouveaux clients. Je ne dirais pas de 7 à 77 ans, comme la maladie d'amour de Michel Sardou, que personne ne connaît quand ils sont jeunes, mais ce n'est pas grave. Mais nous, on voit des jeunes débarquer de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui amènent leurs parents, c'est eux qui amènent leurs parents, chez Audemars Piguet, parce qu'ils en ont entendu parler et qui veulent porter la marque. C'est extraordinaire. Elle a choisi quoi, du coup, votre fille, comme montre? La Royal Oak automatique. Bah, attendez, ils ne vont pas non plus mettre une montre en or tout diamant à 150 000. Ça va pas, non? Non, non, mais elle a pris l'automatique, acier de base, très simple. Euh, Comment vous avez vécu cette phase de Covid? Parce qu'actuellement, c'est vrai que bon, c'est la question qu'on a tous, mais comment vous traversez, vous, personnellement, la phase de Covid? Quels ont été vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant de cette grande manufacture, comment vous avez vécu ça émotionnellement tout au long de ce qu'on vit jusqu'à présent? Alors, vous savez, en ce moment, il y a une course autour du monde en solitaire à la voile. Mhm. Et pendant cette course autour du monde qui est ultra, ultra dure, ceux qui sont à bord arrivent de temps en temps à se mettre en pilotage automatique pour pouvoir se reposer un peu. J'ai eu l'impression que cette année, je n'ai jamais pu me mettre en pilotage automatique. Il a fallu rester aux commandes du navire, mais tout le temps, chaque seconde, parce que c'était effectivement, les nouvelles tombaient un peu de manière éclatée. Il fallait toujours être capable de s'adapter. Donc, ça a été une année dure physiquement et émotionnellement parlant, mais dans le bon côté des choses. Au moment où la crise a démarré, moi, on a une réunion avec deux conseils d'administration extraordinaires. Et là, ma première question, ça a été de dire, on est bien d'accord, il n'y a personne qu'on va mettre dehors et tout le monde sera payé normalement. J'ai un engagement de votre part, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas de problème. Ça leur a mis moins de 5 minutes pour dire oui. Donc, à partir de là, une fois que je savais que j'avais ça pour jouer, ma seule préoccupation, ça a été les gens. Parce que les montres, on sait les faire, on sait les produire, on sait les vendre et on sait les promouvoir. Il fallait s'assurer que les gens, les collaborateurs soient en place en permanence, non seulement en termes de santé, mais de santé physique, mais de santé morale. Parce que partout autour, ça tapait dans tous les sens. Donc, il y a eu de la crainte, il y a eu des peurs régulières de l'ensemble des collaborateurs pour se dire, est-ce que Audemars va finir par dire, oui, ils ont dit qu'ils ne foutraient personne dehors, mais peut-être qu'à un moment, ils vont devoir. Et en fait, non, on a réussi à garder les choses comme il fallait, jusqu'à même annoncer que l'année prochaine, il nous faut 250 personnes de plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Émotionnellement parlant, l'année, bonjour. Surtout pour le RH aussi. Du coup, moi, je pense aussi que ce Covid apporte aussi des choses intéressantes et peut faire vraiment évoluer les choses. On parle beaucoup d'un virage digital qui force un peu aussi les marques à investir plus dans ce média, encore plus qu'elles ne l'étaient avant. C'était déjà une évidence avant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui avec rien que notre live aujourd'hui. Comment vous avez, Audemars se situe aujourd'hui par rapport aux avancées digitales que vous avez pu faire? Alors, d'abord, il faut savoir que ça ne peut pas être une course. Ce n'est pas un 100 mètres, le digital. Je vais vous donner un exemple. Une marque très connue de mode, dont le nom commence par B et finit par Y. Je n'en dis pas plus. Il y a à peu près une dizaine d'années, était reconnue comme étant la marque la plus avancée en termes de digitalisation, de l'expérience auto-digitale. Ils faisaient des cartons partout, ils étaient pris en exemple par la totalité de l'industrie de la mode. 10 ans après, c'est une marque dont personne ne parle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il marche très mal, mais personne ne parle de cette marque aujourd'hui. Donc, ce n'est jamais un 100 mètres, ça va se faire sur la durée. Et la façon dont on regarde le digital aujourd'hui, c'est un nouveau langage, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un langage. On apprend une nouvelle langue. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a aucune société qui va vous vendre du digital qui est capable de vous dire, si vous faites ça, vous aurez exactement ça. Ça ne marche pas. Donc, en fait, on apprend. Est-ce qu'on investit de plus en plus sur ces vecteurs? Oui. Est-ce qu'on est aujourd'hui certain de ce qui va en ressortir? Non. Il y a une chose dont on est certain, c'est que rien, mais rien, ne remplacera jamais la relation en one-to-one. Jamais. Jamais. Rien ne, et encore plus avec ce qu'on vient de prendre dans la tête avec ce Covid. Je pense qu'à la seconde, et je ne sais pas si dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, j'en sais rien, où ça sera derrière nous,
Je pense qu'on va avoir une célébration mondiale du plaisir de pouvoir se retrouver entre humains qu'on n'aura pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est ma perception. Parce qu'au début, c'est un peu cool, oh, c'est bien, on est à la maison, ouais, c'est ci, c'est ça. Mais à un moment, le fait de ne plus pouvoir communiquer, de s'apercevoir que des choses qu'on vivait tous les jours, mais qu'on prenait pour acquises, personne ne pourrait jamais challenger ça. Et là, elles l'ont été. Ça a mis une grande claque et ça a remis un peu l'église au milieu du village. Comme on dit ici, en train de se dire, les vraies priorités, c'est quoi? Mais c'est sympa de pouvoir interagir avec des gens. Et que via email ou un écran comme on est aujourd'hui, moi, je préfère 10 fois avoir les 295, ah, 4, il y en a un qui est mort, qui est en train de nous regarder, au même endroit, dans un endroit où on serait ensemble pour avoir cette espèce de communion aussi Ah, humaine. c'est pas très Covid. C'est ça le plaisir. Le fait qu'on soit à travers un écran, c'est quand même un peu la zone. Bien entendu, ouais. C'est vrai. Mais Donc, pour finir sur la question, sur la notion du digital, oui, on y va, oui, on investit de l'argent, mais ce n'est pas une science parfaite et on apprend encore tous les jours. enfin, on voit bien que l'humain est vraiment quelque chose de primordial dans vos valeurs, hein, François, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très bien, très fort. Et on le voit tellement bien dans l'idée aussi de Swiss Made, c'est-à-dire aussi de votre relation avec les fournisseurs. Alors, moi, j'étais au Grand Prix de l'horlogerie et je vous ai vu avec ce discours assez. Alors, c'était celui de l'année dernière, pas de cette année, mais celui de l'année dernière, où vous étiez très justement avec un discours assez disruptif, hein, où vous disiez justement que le plus important, c'était les fournisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre relation au SwissMade et comment vous pouvez vous valoriser les personnes avec qui vous travaillez? Alors, le Swissmate, c'est un discours un peu sensible pour moi parce qu'il y a des choses que j'ai le droit de dire et des choses que je n'ai pas le droit de dire. Alors, vous avez le droit de tout dire ici, François. Donc, s'il y a bien une chose que vous pouvez faire, c'est tout dire. Donc, Alors, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est que l'année 2020, elle est ultra dangereuse pour tout le parc horloger de fournisseurs en Suisse, en particulier. C'est super dangereux. Et que c'est dans ces moments-là où on voit à quel point la protection de ces gens-là est primordiale. Pourquoi? Si aujourd'hui, je me mets dans les 10 plus grandes capitales du monde et j'arrête des gens dans la rue, au pif, hein, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des enfants, de n'importe quoi, et je leur dis une montre, je dis montre, et je leur demande de m'associer à un pays, ils vont quasiment tous dire Suisse. Parce que même s'il y a de l'horlogerie chinoise, japonaise, américaine, anglaise, il y a eu de l'horlogerie russe, il y a eu de l'horlogerie allemande, française, tout ce que vous voulez, aujourd'hui une montre c'est suisse. Et donc, on a un savoir-faire et un patrimoine à préserver. Il faut savoir que tous ces métiers artisanaux au Japon sont protégés comme des espèces en voie de disparition hein, par le gouvernement. Ils sont financés par ces gens-là. Et qu'aujourd'hui, si pour des raisons des fois, comme je l'avais dit au Grand Prix de l'horlogerie, de 10 francs, de 15 francs, de 20 francs, des marques qui ont largement les moyens en termes de marge de faire tout en Suisse, ont quand même commencé à la regarder un peu à l'extérieur. Moi, pour ça, c'est une honte, mais une honte. Et malheureusement, on l'a vu encore cette année, où des fournisseurs nous disent, puisqu'ils ne travaillent pas qu'avec nous, que des marques sont parties de chez eux pour aller effectivement faire fabriquer à l'étranger et pouvant potentiellement mettre en péril ces 10 fournisseurs. Et là, pour moi, c'est une honte. Donc, je peux comprendre que pour des marques d'entrée de gamme ou même de milieu de gamme, on ait ce genre de besoin que le Swissmade à 60%, ok, ça fait partie du jeu, pas de problème. Mais dans le haut de gamme, c'est un crime. Et malheureusement, il y en a. Et effectivement, je ne pouvais pas dire grand-chose cette année au Grand Prix de l'horlogerie parce que j'étais censé remettre l'aiguille d'or, donc je ne vais pas avoir un discours méchant pendant que je remets un Grand Prix. Ce n'était pas mon rôle. Mais croyez-moi, je n'ai pas fini. Je vais revenir. Je vais revenir et très, qu'est-ce très qu'on peut fort. faire concrètement, François? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que je comprends la dénonciation, mais est-ce qu'on peut pas, il ne peut pas avoir une corporation? Est-ce qu'on peut pas justement faire intervenir des politiques, voir Guy Parmelin, y parler, faire un Zoom avec Guy Parmelin sur deux boîtes? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On devrait créer un fonds, d'accord, avec un certain prorata des profits réalisés à droite ou à gauche, un fonds de sécurité qui permette effectivement à un panel de fournisseurs de pouvoir les faire tenir. Alors attention, on n'est pas non plus là pour, c'est pas une fondation dans le sens de dire
on va sauver tout le monde. Parce que si un fournisseur n'est pas capable de livrer la bonne qualité, les bonnes choses, on n'est pas là non plus pour entretenir quand ça ne marche pas. Il y en a qui sont brillantissimes, qui sont très très bons, qui ont des savoir-faire, qui sont en train de partir un peu à droite et à gauche. Et ceux-là, on doit les protéger. Ceux-là, on doit vraiment les protéger. Et pour les protéger, il faut faire comment? Parce qu'on ne peut pas inventer des commandes non plus. Si à un moment, il n'y a pas de besoin, on ne va pas faire fabriquer pour rien. Mais de soutenir économiquement, mais bien sûr. Il y a des projets en cours, mais ça, on n'en parle pas devant tout le monde aujourd'hui. 250 personnes. J'ai posé ma dernière question et puis après, j'ouvre dès maintenant la question box. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je ferai un petit peu mon tri. Je ne pourrais pas toutes les lire et François ne pourra pas toutes les répondre. Ne pourra pas toutes y répondre. Mais bon, alors, ma dernière question, c'est aujourd'hui, je vous demanderai François d'avoir une vision un peu de recul. Et comment vous voyez justement cette industrie horlogère? Vous pensez qu'elle va dans le bon sens ou vous pensez qu'elle va au contraire, qu'elle se réinvente ou aujourd'hui, c'est quoi un peu le bilan là, tout de suite, dans l'instant, le moment T? Comment vous voyez, si je peux me permettre? Alors d'abord, je vais parler de ce que je connais, parce qu'il y a des pans de l'horlogerie que je ne maîtrise pas, surtout dans l'entrée de gamme, où ce n'est pas véritablement mon truc, donc je veux pas dire de bêtises. Mais sur l'industrie que je maîtrise, qui est l'industrie horlogère, on va dire de moyen haut de gamme, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. 8 milliards. Et quand on parle de richesse et de gens riches sur la planète, en général, on parle du 1%. 1%, c'est 80 millions. D'accord? L'industrie horlogère que je connais, donc, et là je vais citer des marques, donc en partant de, c'est du Panerai, c'est du WC, c'est du Jaeger, c'est du Patek, c'est du FP Journe, c'est du Audemars Piguet, c'est du Vacheron Constantin, c'est du Breguet, toutes ces marques. Je mets Rolex en dehors, je ne fais pas un jugement de valeur, mais c'est une marque qui fait quasiment 1 million de montres. Je les mets de côté pour l'instant, d'accord? Rolex et Omega, parce qu'ils font des marques, ils font 600 000 ou 700 000 chez Omega, puis 1 million sur Rolex. Je les mets de côté. Tout le reste de l'horlogerie au-dessus de ça. L'année dernière, on n'a pas fabriqué 600 000 montres. 600 000 montres. 80 millions de clients. Il ne faut pas être dans ce 1% pour être capable de s'acheter ou une Panerai, ou une UWC, ou une Jaeger, ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai envie de regarder toujours le verre à moitié plein. Le fait de dire, non, ce qui manque aujourd'hui, cette industrie, ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas de clients, c'est le fait qu'il nous manque un peu d'esprit créatif et d'être des livreurs d'émotions qui vont faire qu'effectivement, tout d'un coup, ça va cliquer. Plein de gens ne savent même pas encore ce que c'est que la belle horlogerie. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il y a un travail monumental à réaliser. Et moi, je fais partie des gens qui prônent que sur la durée, l'industrie horlogère suisse a de belles années devant elle. Mais il va falloir un peu sortir d'un conformisme et d'un côté un peu bien propre, bien dans les boîtes, bien comme on aime, tout précis comme ça. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Il faut être disruptif. Il faut sortir des sentiers battus et être capable d'aller chercher ce qui n'existe pas et de se remettre en question. Alors, j'aime beaucoup ce mot et puis je rebondis justement sur une question de Baudouin Valls qui justement, moi je vous ai vu sur Instagram avec évidemment vos vœux de fin d'année que moi j'ai particulièrement trouvé ça très drôle et génial. Et on parle un peu de ces nouveaux outils. Est-ce que comment vous voyez Instagram? Et la question en l'occurrence, c'est comment vous voyez les lives Instagram pour présenter les nouveautés horlogères? Alors, je pense qu'il va falloir qu'on sorte aussi des sentiers battus là-dessus parce qu'en fait, les présentations telles qu'on les a faites pendant des années, qui étaient un peu toutes les mêmes, doivent évoluer. Regardez, c'est pareil, les images auxquelles on fait face aujourd'hui, que ce soit sur les YouTube ou partout ailleurs ou sur les Instagram, et le monde du cinéma, la façon dont il a évolué. L'image aujourd'hui, c'est tout. Avant, ça pouvait être le son, il fallait un peu aussi de photos, mais aujourd'hui, c'est l'image. Tout est en mouvance, ça bouge. Donc, il faut que dans les présentations de montres, ça sorte aussi complètement de l'ordinaire. Et pour ça, il faut être créatif. Même chez nous aujourd'hui, je reproche régulièrement qu'on soit trop pareil. Il faut qu'on fasse différemment. L'histoire de la carte de vœux, pour ne pas faire du papier, bien évidemment, mais ensuite, c'est de se dire, on vient de vivre une année difficile, il faut qu'on fasse marrer les gens. Il faut que ça soit drôle. Ce n'est pas parce qu'on est du luxe qu'on peut s'empêcher d'être drôle et qu'on peut sortir des sentiers battus.
et que demain, il va falloir continuer à faire rêver les gens encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça passe par regarder l'horloger de manière un peu différente. On est trop respectueux de nos règles. Une montre, il faut la boire comme ça, et puis il faut pas la… Ou alors si on fait un éclaté, on fait tous les mêmes éclatés. C'est pas ça qui compte. Moi, demain, je veux que ça soit présenté de manière complètement folle. On a des idées, on vous montrera, mais dans le futur, parce que ça va arriver dans pas longtemps. On a un petit lancement fin mars qui va faire un peu de bruit. Mais il faut vraiment qu'on sorte du truc, quoi. C'est surtout en période de crise. Il faut réveiller un petit peu Oui. les tendances. Oui. On a une deuxième tendance qui est intéressante et qui est une question de Enes Morina qui dit « Bonjour Monsieur Benamias, le marché des montres de seconde main se développe très rapidement. Pour vous, le client final est très fini. Quels sont les défis de ce phénomène pour Audemars Piguet ?» Le défi il est colossal parce qu'aujourd'hui, on estime que le marché de la seconde main va être à peu près 10 fois celui du marché du neuf. D'accord? 10 fois. Donc, si on prend les exportations horlogères de 2019, on était à 20 milliards de francs suisses, qui correspond à peu près à 50 milliards à prix public. OK? On peut imaginer que le marché de la seconde main serait dans la zone des 500 milliards à prix public. C'est colossal. Alors, bien évidemment, tout le monde en parle. Puis plein ont démarré déjà. Il y en a plein qui ont démarré. Le seul problème, et je vais prendre 2 secondes pour expliquer comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Une fois de plus, le but, ce n'est pas d'être le premier, c'est de faire les choses bien. Si demain, on dit qu'au Japon, pour Audemars Piguet, on ouvre le marché de la seconde main et la notion du trade. Donc, on va prendre une vieille montre Audemars Piguet pour la remplacer par une neuve. Imaginons que la première année, j'ai 2000 personnes qui ramènent des montres anciennes. 2000. Sachant qu'un horloger qui tient la route peut faire à peu près 200 montres par an en réparation. Donc, j'ai besoin de 10 horlogers. Si j'ai besoin de 10 horlogers, j'ai besoin d'à peu près 150 mètres carrés. Mais j'ai besoin de 2 personnes à l'administration. J'ai besoin de 2 personnes aux pièces détachées. Donc, tout d'un coup, j'ai besoin d'à peu près 15 à 16 personnes. Mais je ne les ai pas dans ma société aujourd'hui, les 15 à 16 personnes, parce qu'elles font déjà le travail et elles sont à 100% occupées. Donc, je dois me créer de la surface, de la formation, de la mise en place. Pour comment moi j'appuie sur le bouton Start, ben, ça marche tout de suite. Parce que si jamais je prends les montres et que ma charge de travail n'est pas bien réglée, je vais me retrouver avec des clients au bout de la chaîne qui vont dire « Mais c'est quoi ce cirque? Il faut 6 mois, 8 mois ou 9 mois pour avoir une montre et ça ne va pas marcher. » Donc, il y a tout un travail avant qui est colossal pour pouvoir permettre au système de se mettre en place. On va démarrer complètement en 2021. Grand défi. Je reviens un peu sur les questions d'emploi parce que je lis la question de Box et c'est vrai qu'on a pas mal de questions sur l'emploi, hein, forcément. On me parle beaucoup des seniors. Donc, on a une question de F. Guizardi qui, effectivement, les plus de 50 ans, comment aujourd'hui peuvent-ils se réinsérer, enfin, trouver un travail? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué pour Audemars? Quelle est votre position sur les personnes de plus de 50 ans aujourd'hui? Alors, d'abord, j'en fais partie, 56. D'accord? 56. 56. Ah, vous les faites. Voilà. Donc, on est là. On est là. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'engage pas que des jeunes chez Audemars Piguet. Et d'ailleurs, dans des histoires assez intéressantes et assez belles, on a vu des gens débarquer chez nous parce qu'ils ont écrit effectivement aussi des CV qui sortaient de l'ordinaire. Et moi, je dis toujours, ce n'est jamais qu'une vraie question de compétence. Si elle a la compétence avec un peu cet esprit entrepreneurial et la créativité, je ne vais jamais fermer la porte. Sinon, je serais un malade mental. Sinon, tout ce que je serais en train de vous dire depuis le début, ce serait que du mensonge. Or, les gens qui me connaissent bien savent que moi, je ne mens pas, puisque je peux dire à quelqu'un je t'aime ou va te faire foutre de la même façon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 2000 collaborateurs dans le groupe. On reçoit 2000 CV par mois. Par mois. Donc, effectivement, on ne va pas pouvoir dire oui à tout le monde comme ça. Mais s'il y a de la compétence, moi, je suis toujours parti, je suis surpreneur. Hein. Je vais même partager un truc avec vous. Dans un monde parfait, ce que j'adorerais, moi, et si je parle d'horloger, je voudrais pouvoir travailler avec des horlogers à la retraite et leur dire si vous avez envie de bosser 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, et venir nous aider aussi sur le CPO, sur les montres d'occasion. Ou peut-être même un jour de refaire un peu comme pour ceux qui savent et qui revoient l'affiche de Reservoir Dogs. Vous savez, cette affiche où ils se pointent comme ça, tous habillés en costume,
J'adorais, moi, voir des horlogers qui sont partis à la retraite il y a 2, 3 ans ou 4 ans, mais qui feraient leur dernier round avec une montre extraordinaire, super compliquée, où ils aient bossé à 5 ou 6 dessus. Voilà, moi, j'adorais ça. Donc, je ne fermerai jamais la porte à l'âge. Allô, allô. J'appelle des super horlogers. N'hésitez pas. J'ai une question de Younes Chaki. Bonjour, Monsieur Benamias. En termes de production, est-ce que vous faites encore des progrès, améliorations notables en termes de fabrication pour vous démarquer? Ah bah heureusement, si on ne progresse pas, on est mort. Ah bah oui, quand même. Et là, je dois dire, parce que vous avez dit dans votre introduction de départ, vous avez parlé de micromécanique, microtechnique. Et puis aujourd'hui, un des grands problèmes aussi de cette industrie, c'est que les micromécaniciens ne sont pas traités à juste valeur. Les micromécaniciens dans l'aéronautique, c'est des stars. Dans l'horloger, on ne les connaît pas. Et c'est malheureux parce que c'est un métier extraordinaire, extraordinaire. Et moi, je peux vous dire qu'on a des gens chez nous qui font chanter les machines. Hein. Mais je suis sérieux. On a des fournisseurs de machines qui nous disent « Mais vous êtes des fous furieux chez Audemars Piguet ». On a des programmateurs qui sont des Beethoven de la machine d'horlogerie et qui font chanter les machines. Et on ne rend pas assez de crédit. On ne donne pas assez de crédit à ces jeunes aussi qui nous font ce genre de travail, ou ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est sublime. C'est sublime ce qu'on arrive à faire. Un truc aussi que je vais balancer comme pavé dans la mare. Vous savez, l'école technique de la Vallée de Joux, en face, il y a l'école normale. Bien sûr. Le lycée. Quand j'entends que des profs disent à des élèves qui n'ont pas le niveau de l'école, que s'ils continuent à ne pas être bons, ils iront de l'autre côté de la route, c'est-à-dire qu'ils finiront comme horlogers, je leur mettrai, mais oui, je peux le dire, des tartes. C'est une honte. C'est une honte. C'est honteux. Je suis un produit pur de l'échec scolaire. Pur de l'échec scolaire. J'étais une bille à l'école. Ça ne m'intéressait pas. Je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillé. On n'apprend pas à l'école tout ce qui est entrepreneuriat et audace. Et ça, je pense que le message est bien passé. On a une question Oui, dites-moi, je vous ai vu lever le doigt. Non, mais écoutez bien ce que je vous dis, surtout les plus jeunes qui vont débarquer, parce que c'est important. Allez-y, François. On vous oblige quelque part aujourd'hui à prendre de moins en moins de risques. C'est la pire des choses qui puissent arriver. On a besoin de prendre des risques aujourd'hui. C'est par les risques qu'on peut aller chercher les choses. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de vie. Point. Alors, j'ai une question de David Liénard, qui est notre fameux partenaire Helvetia. Ma question à Monsieur Benamias, en toute franchise, comment expliquer le succès d'AP alors que dans la même gamme et dans la même Vallée de Joux, par exemple, d'autres marques font aussi des montres exceptionnelles et sexy et ont aussi un ADN et une histoire, mais tirent la langue. Est-ce parce que AP est indépendant des grands groupes? Alors, je pense que l'indépendance, c'est d'abord une force monumentale aujourd'hui, mais monumentale, parce qu'on est capable de réagir comme ça, très très vite. Parce qu'il faut aussi, je passe un coup de téléphone à Jasmine Audemars, la présidente du conseil d'administration, et c'est une discussion qui peut durer 5 minutes et qui va me donner un chemin à prendre, où je peux dire j'ai envie de faire ça, Jasmine, on y va, et elle va me dire OK, go, ou elle va me dire faites un email au board, et puis vous allez avoir un retour très rapide, et puis on peut aller de l'avant. Donc l'indépendance, elle est primordiale. Mais à la Vallée, il y a effectivement des marques extraordinaires avec des passés mais sublimissimes. Mais je ne peux pas parler pour eux. Qu'est-ce la différence qu'on a avec AP aujourd'hui? En numéro 1, je pense qu'on a réussi à embarquer tout le monde avec une stratégie très très claire. Vous savez, je pense que si vous débarquez aujourd'hui chez Audemars Piguet et vous demandez à une femme de ménage du groupe, OK, combien on fait de montres? Pourquoi on n'en fait pas plus? Combien de temps ça va prendre? Et elles vont être au courant, elles vont savoir. Ils vont savoir. On a pris le temps de s'occuper de nos gens. Et il n'y a rien sans ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas être bon à l'extérieur si on n'est déjà pas bon à l'intérieur. Et c'est un travail monumental. Le travail de la construction de l'équipe Audemars Piguet, elle date depuis maintenant 8 ans. C'est un travail énorme. C'est tous les jours encore, on y va. On est loin d'être parfait. Mais je peux vous dire une chose. Quand on s'est fait attaquer avec Code 1159, ça a provoqué une seule chose. Vous savez, on parle du village gaulois. Le village gaulois avec il n'est pas frais mon poisson, mon machin, mon truc. OK. Est-ce qu'on s'engueule entre nous? Bien sûr. Est-ce qu'on va très loin? Il n'est pas frais, bien sûr. Mais si quelqu'un vient aujourd'hui attaquer Audemars Piguet, vous allez voir un noyau des 2000 collaborateurs qui vont dire personne ne viendra nous toucher. Cet état d'esprit, cette équipe, c'est ça la force de la marque aujourd'hui. Avec toujours cette volonté de faire mieux, de sortir des sentiers battus,
de ne pas se reposer sur nos lauriers et de dire on continue à pousser, on pousse, on pousse, on pousse. Mais c'est toujours ensemble. Et ça, c'est super dur à construire. Ne rien lâcher. Magnifique. Euh, J'ai une question d'Achille. Avec cette évolution de la relation client, que je trouve assez très intéressant, Marc, dont vous parlez, est-ce que c'est envisageable un jour de voir vendre des montres Audemars Piguet dans un restaurant, sur un parcours de golf, sur des lieux a priori non dédiés à la vente? 100 Donc, 000% oui. Absolument. Je vais vous expliquer comment. Imaginons que vous et moi, Raphaël, on soit amis depuis 10 ans. Et puis, je suis votre vendeur, je suis Audemars Piguet. Donc, et je connais votre vie par cœur. On est potes, on se tutoie, vous êtes mariés, vos enfants, machin, vos trucs. Et puis, à un moment, on va être en train de déjeuner. Et lors de ce déjeuner, moi, je sais qu'en fait, il y a vous avez votre anniversaire de mariage la semaine d'après. Mais vous, vous avez peut-être zappé, moi pas. Moi, je sais. Vous avez zappé parce que vous n'êtes pas un super mari. Vous avez planté le truc. Donc, lors du déjeuner, en fonction si je sais que je peux faire le truc ou pas, je dis, dis-moi, au fait, tu n'as pas oublié la semaine prochaine, ton anniversaire de mariage? Ah, tu sais quoi, regarde, on vient de sortir ces 3 nouveautés. Je pense qu'il y en a une qui pourrait plaire à ton épouse, si ça t'intéresse. Si vous m'ouvrez la porte à ce moment-là, je peux parfaitement avoir quelqu'un qui attend à l'extérieur du restaurant, que je vais faire venir dans le restaurant, vous présenter les montres, et vous allez me dire, OK, François, j'adore celle-là, je la veux, ou alors j'en veux pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas, mais je vais avoir ça comme option. Dire, oui, OK, c'est super, tu sais quoi, elle travaille à tel endroit, fais-moi livrer la montre dans un papier cadeau, machin, je veux 150 roses rouges, je veux ça livrer à telle heure et à tel endroit. Et moi, de mon téléphone, je vais pouvoir vous facturer la montre alors qu'on est au restaurant. C'est le rêve de demain. Bien sûr que je vais être capable de faire ça. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de 4 murs sur les plus belles avenues du monde pour être capable de véhiculer des expériences sympas. C'est lors d'une rencontre ou d'une partie de golf ou d'un restaurant ou d'un truc, on peut parfaitement avoir ça. Qu'est-ce qui nous empêcherait? Sauf que dans plein de boîtes d'horlogerie, si aujourd'hui cette idée-là était amenée par des gens, le management dirait ah non, 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 non. On a nos boutiques, il faut que ça soit dans nos magasins, et puis on ne peut pas facturer sur un téléphone, et puis on n'est pas Apple, et puis on ne peut pas faire comme ça. OK, faites ce que vous voulez. j'ai une question de Véronica. Alors, moi, je peux déjà un peu y répondre. Est-ce que vous donnez beaucoup de liberté à vos équipes dans la prise de décision, des décisions? C'est parfois le souci pour d'autres marques notables. Alors, en anglais, on peut être control freak. C'est la personne qui veut toujours contrôler qui fait quoi, où, en quand et à quel moment. Je suis l'anti ça. Je déteste ça. Je pars du principe que je dois faire confiance aux collaborateurs et qu'ensuite, c'est à eux de faire leur boulot. Mais, parce qu'il y a un mais, Toujours. en fait, je dis toujours aux gens, si à un moment vous me voyez me rapprocher de vous, en termes de questions, d'emails, de réunions, c'est que le temps se couvre. Oh, la pression. D'accord? Mais tant que, sinon, moi, je ne m'occupe pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais partie de ces gens qui croient qu'on doit faire confiance à nos collaborateurs et en fait leur donner leur truc. C'est à eux de faire ce qu'ils savent faire. Moi, je ne sais pas produire, je sais même pas assembler une montre. Il ne faut pas oublier ça. Donc, qui je suis pour aller dire à quelqu'un, oui, non, non, non. C'est chacun doit prendre ses responsabilités. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Laura Marino qui nous a reliés tous ensemble aujourd'hui et qui justement confirme ce que vous dites. J'ai une question sur de Simon Sanchez qui vous dit quel est votre moteur pour vous renouveler sans cesse, François? La curiosité. Et ça, c'est quelque chose que je dirais aussi à toute cette jeunesse qui débarque et que je dis aussi à mes propres enfants, c'est soyez curieux. Mais quand je dis curieux, c'est curieux de tout. Une histoire récente, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le monsieur qui a construit le bâtiment Millennium, qui était à Bussigny. Ok? Je ne le connais pas. C'est un client de Marpillet, mais je ne le connais pas, lui. Et c'est un monsieur très discret, qui a fait fortune dans la tech. Et quand je parle de fortune, c'est fortune. Et puis, on se rencontre comme ça pour visiter le bâtiment. Et puis, je découvre en fait comment le gars a fait sa carrière. Il me raconte un petit peu, puis je trouve ça extraordinaire. J'ai emmené un de mes collaborateurs, qui est le patron de la stratégie chez Audemars Piguet, le voir ce samedi, d'accord, pour qu'on ait le temps, qu'on ne soit pas dérangé par les téléphones, les trucs, et pour qu'on aille refaire le monde pendant 3 heures, pour qu'il lui exprime sa vision du monde de demain, touché avec la tech. Et c'est extraordinaire. Un exemple concret pour que tout le monde puisse comprendre. On dit aujourd'hui le train c'est écolo. Et lui dit non, c'est pas vrai, le train c'est pas écolo.
Parce que c'est écolo de 7h à 9h du matin quand les gens vont au boulot, et puis de 17h à 18h30 quand ils en reviennent. Mais le reste du temps, les trains qui se baladent toute la journée, c'est pas écolo, ils sont vides. Donc, il faut arrêter avec ça. Mais il me dit, mais demain, 2 voitures ou 3 voitures autonomes qui suivent les unes derrière les autres, c'est un train. Et puis, je réfléchis, je me dis, OK, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Et c'est tout ce genre de réflexions qui ne sont pas de notre monde. On ne va pas demain faire des mondes connectés. D'ailleurs, lui, il le dit lui-même. Hein. Il le dit un message à la totalité de l'industrie horlogère. Arrêtez de vouloir faire des mondes connectés en Suisse. Hein. C'est perdu. Non, mais la course, elle est perdue. C'est fini. Il faut arrêter. Ils ont pris trop d'avance. On est trop derrière. Ça ne marchera pas. Mais c'est un client de belle horlogerie et qui est capable de dire qu'il y a encore de longues années pour faire l'horlogerie. Mais la curiosité, c'est le fait d'aller regarder un gars comme ça, je ne connais pas son domaine, et d'aller poser 12 000 questions par rapport au futur. Et ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Je voudrais aussi juste, là, on arrive, il est 12h55, je voudrais juste poser une dernière question qui, moi, personnellement, me touche parce que, voilà, elle parle d'art et je sais que vous êtes partenaire aussi d'Art Basel. Et à titre personnel, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les artistes qui vous inspirent? Alors oui, mais alors il faut que je vous raconte une histoire très drôle par rapport à ça. C'est que, donc, il y a 3 ans, on est à Art Basel Miami et les organisateurs disent hey François, on t'a trouvé cette personne, c'est une femme, qui est la curatrice la plus machin de toute l'industrie de l'art. Elle est OK pour te faire le tour de Art Basel pour t'expliquer tout ce qu'il y a. Je dis, ouais, OK, super. On passe devant le premier stand et je vois un truc sur un mur et je fais oh, ça j'adore. Alors c'est quoi? Elle fait non, ça c'est nul, on passe, ça sert à rien. Bon, OK. Ensuite, on continue dans les allées, on est à un autre stand et tout d'un coup, elle fait ah, là on s'arrête. Elle me met devant un truc que moi je regarde mais comme une horreur, mais une horreur. Je ne paierai pas 1 centime pour mettre ça sur mon mur. Une catastrophe. Elle me l'explique, je n'y comprends rien. Bon, mais je dis rien. On continue. Et là, je revois un autre tableau, je fais oh, ça j'adore, alors c'est quoi? Elle fait non, ça c'est une merde, on avance. À la 3e merde, j'ai dit écoutez, vous savez quoi? Je vais accepter d'être le médiocre du monde de l'art. D'accord? Donc moi, je reste avec mon niveau à moi. Vous allez votre niveau de la haute excellence. Et puis, c'est pas grave, mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous me racontez. Et en fait, les artistes et l'art, c'est comme tout. Tout est relatif. Moi, je peux être touché par quelqu'un qui va avoir fait un truc et que le monde de l'art ne va pas respecter, mais je m'en fous parce qu'il faut que ça me fasse plaisir quand c'est sur mon mur. Je ne vais pas acheter et je ne vais pas me faire plaisir avec un truc que je vais détester quand je le regarde, parce que soi-disant, l'establishment a dit que c'était top. Vous voyez? Je vois très bien, François. J'aimerais poser une question, j'ose? Oui. Anna Marietta. Oh non! Oh non! Oui, moi, Alain. Parce qu'on est en train de parler effectivement des bobos qui regardent l'art d'une certaine manière. Tu as parlé tout à l'heure de l'horlogerie suisse, la vraie horlogerie. Je pense qu'il y a des maisons indépendantes, ça c'est l'avenir. Il faut arriver à convaincre l'ensemble de l'horlogerie de faire de la vraie horlogerie. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en ayant laissé tellement le terrain libre aux Chinois et à un certain nombre de bobos, que lorsqu'il y aura le Richard Mille chinois qui va venir avec quelques montres, on nous explique avec la gueule enfarinée qu'effectivement, ça c'est magnifique et c'est l'horlogerie suisse de demain, sauf que ça sera marqué Made in China. Il y a des gens en ce moment à Bienne qui font monter des mouvements Made in Switzerland pour équiper des montres chinoises. Et ça, c'est ce qui nous guette demain. Et je pense que maintenant, il faut qu'on se secoue les puces. Pour secouer les puces à tous ceux qui font les choses qu'à moitié, mais qui ne veulent pas lâcher le reste des marges éventuellement qu'ils pourraient avoir, etc. Et il faut ce que tu dis, toi, on arrive à le passer encore plus loin, parce que sans ça, on est mort. Et il n'y aura plus que Saint-Marc, mais ça ne va pas sauver l'ensemble des fournisseurs et de l'horlogerie. Là, il y a beaucoup à faire. Les fameux bobos peuvent être dangereux. C'est les mêmes qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des belles choses qui viennent, mais tout est fait en Chine. Alors, il faut un Swissmade renforcé. Il ne faut pas le faire comme ça. Il faut que les marques elles-mêmes se disent « Moi, je fais du 80, du 90 ou du 100%, comme vous faites. Et comme vous faites, bravo, merci. » Mais il en faut plus, hein, des Benamias. Monsieur Amaretta, je vous laisse peut-être juste être le président de la Chambre de Chatoise et le CEO de Metalem, donc c'est important que vous l'administrateur de Metalem, pas le CEO, mais alors, sauf qu'on a 43 ans.
C'est important que vous vous présentiez à l'ensemble de la communauté. Le Yoda de Métalem, c'est le Yoda de Métalem. Alors, vous êtes le Yoda, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Je n'aimerais pas être le yodeleur, hein, François. Merci beaucoup, en tout cas, de ce message. Bravo, François, merci. Raphaël, si je peux me permettre, oui, permettez. Petite conclusion, parce que celle-là, elle s'adresse à tout le monde, et c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas toujours été un patron facile. Je pense que je suis en train de me bonifier avec l'âge en étant plus conciliant et plus gentil. Mais j'ai été très, très dur dans ma carrière de patron. Mais en fait, ça vient d'un système d'éducation. Et puis, quand je vous dis, j'ai fini l'année un peu sur les pneus, et c'était pas bien. J'étais fatigué, épuisé et tout. Et puis, je me fais coacher maintenant par des gens, mais à droite et à gauche sur la planète. Et il y a une phrase il y a deux phrases qui m'ont été dites par deux personnes différentes que je voudrais partager avec vous tous, que je trouve assez intéressantes. Alors la première, ça c'est ma revanche contre l'école. Celle-là, elle est extraordinaire. Et apparemment, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit ça va être gravé partout sur les murs chez Audemars Piguet. Albert Einstein a dit la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne comprend pourquoi. J'ai trouvé ça génial. Et pour tous les gens qui sont des fois coincés dans des théorèmes à droite ou à gauche, j'aime beaucoup ce truc-là. Ça, c'est une chose. Mais la chose bienveillante est pour les gens. La chose la plus humaine que j'ai appris, et c'est dur pour moi, hein, parce que j'ai pas fonctionné comme ça quasiment toute ma carrière. On est tous éduqués depuis le plus jeune âge avec le right and le wrong, le juste et le pas juste. OK ? Et en fait, la personne m'a dit, François, tu sauras une chose. Et c'est une femme indienne qui vit à Hong Kong qui m'a dit ça. Toujours dans le fait qu'on puisse se laisser affecter nos vies respectives, des fois avec de la colère, mais qui en fait nous pollue notre propre cerveau, notre propre état d'esprit, nos propres nuits. Et elle m'a dit, François, tu sauras une chose. Je vais le dire en anglais, puis je le dire en français après, mais you do not change people because you're right. Or on being right, you change people on being kind. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. On ne change pas les gens en ayant raison, on change les gens en étant bienveillants. Et ça, c'est une façon de penser qui est très importante. Je l'ai beaucoup digéré pendant les vacances. Je vais faire un travail énorme là-dessus parce que je pense que c'est fondamentalement la meilleure chose à faire. Et c'est dur, hein. C'est pas facile parce qu'on a tous nos schémas du bon et du pas bon. Mais que le jugement, en fait, il est super facile et qu'il faut de temps en temps être quand même cette capacité, surtout en période comme aujourd'hui, où tout a été remis en question, à aller prôner la bienveillance, la gentillesse, le fait de prendre soin des autres. Et je voudrais conclure avec ça aujourd'hui. C'est un beau message. Je vous remercie, François, pour cet échange qui a duré 1 heure. En fait. Donc, merci, un grand merci d'avoir accepté. Je vous propose juste de finir avec un petit selfie. Donc là, on va faire juste, là, on voit tous les écrans. Donc là, c'est le moment. Donc, je vous demanderai juste d'avoir un petit selfie. Vous pouvez faire des petits. Vous allez sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez faire coucou, un petit quelque chose avec vos mains. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Vous avez vraiment été super. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de merci, beaucoup de beaux compliments. Donc, merci à toutes et tous et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. May the force be with you. Yes, Yoda is with us.